Alors, nous avons maintenant le plaisir d'accueillir Catherine Fabre, qui est députée et qui a été rapporteure de la loi LCAP sur le volet apprentissage. Donc, on a bien sûr un certain nombre de questions à lui poser, et je vais lui poser les questions qui remontent des écoles. Ensuite, on pourra également ouvrir les questions dans la salle pour des points un peu plus précis. Mais avant ça, je voulais demander à Catherine de présenter un petit peu le contexte de cette loi, la façon dont elle a vu les débats autour de ce volet apprentissage qui, on y reviendra, mais essentiellement est vraiment fondamental dans l'évolution des grandes écoles et leur modèle pédagogique. Tout à fait. Donc, merci beaucoup, Madame Vac, et bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous. D'autant que, donc, comme vous le disiez, je suis ici parce que je suis députée de Gironde et rapporteure de la loi sur la formation professionnelle et l'apprentissage, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Mais je reviens aux sources, puisque auparavant j'étais maître de conférence à l'IAE de Bordeaux et que je m'intéresse dans mes recherches et dans mes enseignements à tout ce qui recouvre finalement les questions de la formation, de l'apprentissage, de l'insertion professionnelle et surtout des trajectoires de carrière. Donc j'étais ravie de pouvoir approfondir ces thèmes et puis participer activement à cette réforme qui, à mon sens, est très positive. Alors pour aller vite sur finalement l'esprit de cette réforme et qu'est-ce qu'elle apporte, si on se focalise sur l'apprentissage, qui est notre sujet aujourd'hui, le point de départ est le constat que nous avons trop peu d'apprentissage en France, sachant que c'est une formation en alternance qui donne de très très bons résultats en termes d'insertion professionnelle, et qu'au niveau français, on a à peu près 2 fois moins d'apprentis que dans d'autres pays tels que l'Allemagne ou la Suisse, où par ailleurs, donc il y a 2 fois plus d'apprentis, tout niveau de formation confondu, et par ailleurs très peu de chômage, puisque ces formations sont très insérantes. Alors, en France, la particularité qu'on a, c'est qu'au niveau du supérieur, le volume des apprentis ne cesse de croître. On est vraiment sur une tendance très positive, tandis que sur les niveaux bac et infra-bac, on a beaucoup de mal finalement à pousser cette formation-là, qui est très mal vue, ou en tout cas qui est très bien vue dans les discours, mais qui dans les faits, finalement, on s'aperçoit que les parents ont beaucoup de mal à faire confiance au système d'alternance professionnelle et d'apprentissage pour leurs enfants. Donc c'était un peu l'idée, c'était de libérer finalement le système de l'apprentissage, sachant qu'aujourd'hui, il est globalement administré par les régions, puisque ce sont les régions qui décident dans quelle mesure est-ce qu'on peut ouvrir une formation en apprentissage et dans quel volume est-ce qu'on peut ouvrir cette formation d'apprentissage. Donc le but, c'était de libérer finalement l'apprentissage en permettant aux entreprises de faire valoir lorsqu'elles avaient des besoins et aux organismes de formation de créer des sections d'apprentissage et de les développer autant qu'elles en avaient la capacité finalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ou plutôt demain, avec la loi, vous ne serez pas limité dans votre capacité de développement de l'apprentissage, puisque vous n'aurez pas forcément 15 places, vous pourrez en avoir 30, vous pourrez en avoir 50, à la hauteur finalement des contrats d'apprentissage que vous arriverez à signer entre une entreprise et un jeune. Voilà, ça me paraît essentiel, parce que finalement tout le potentiel de développement est dans cette invitation à développer les relations avec les entreprises et avec les jeunes pour faire matcher un maximum de contrats finalement. Voilà, c'est ça l'idée. Que vous dire d'autre ? Donc le but, c'est vraiment de faire accéder à la qualification un maximum de jeunes par ces formations d'alternance, qui sont des formations très intéressantes en termes de formation insérantes. Voilà, puis alors globalement je m'arrêterai là parce que je pense qu'il y aura pas mal de questions. Juste, je voulais faire un dernier point sur le thème du congrès, puisque si j'ai bien compris, et la table ronde qui suit, c'est comment former les managers de demain aux compétences de demain. Et il me semble effectivement qu'un gros enjeu, c'est de former et d'accompagner les salariés dans la société de la connaissance, qui est celle dans laquelle on entre de plein pied.
Et pour moi, l'enjeu, c'est que les entreprises soient apprenantes, et ça suppose finalement des modes d'organisation et des modes décisionnels adaptés, avec un management qui accompagne les salariés dans leur montée en compétences, et peut-être qu'ils soient évalués sur cette capacité à faire monter leurs salariés en compétences. Il me semble que de ce point de vue-là, on a encore pas mal de défis à relever. Et j'en profite puisque j'ai devant moi pas mal d'écoles de management et pas mal d'écoles d'ingénieurs pour faire passer ce message-là. Et deuxième message aussi, je crois beaucoup dans le fait de créer des écosystèmes formation, recherche, entreprise qui permettent finalement de créer les conditions idéales au développement de l'activité et au développement de l'innovation. Donc là aussi, je pense que ce sont les défis qui nous attendent demain. Voilà, je suis à votre disposition pour les questions. Merci pour cette présentation générale et ces commentaires. Effectivement, sur le thème des transformations sociétales et des compétences. C'est une vraie réflexion qu'on mène là sur les 2 jours. Alors sur l'apprentissage dans le SUP, puisque c'est ça qui nous concerne le plus, c'est vrai que les grandes écoles ont considérablement développé l'apprentissage. On a maintenant 15% de nos diplômés qui sont diplômés par la voie de l'apprentissage. On souhaite monter à 25% en moyenne. Donc c'est un gros changement systémique. C'est pour nous un nouveau modèle pédagogique, un nouveau modèle d'excellence. Nouvel modèle d'insertion professionnelle, de lien à l'entreprise, un levier pour l'ouverture sociale. On a montré qu'on avait 2 fois plus d'enfants d'ouvriers d'employés dans nos filières, dans nos cursus en apprentissage par rapport aux voies classiques. Et on s'interroge, on est même inquiet sur le niveau de prise en charge du coût des apprentis. Et nous, il faut qu'on puisse raisonner sur un coût complet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les écoles vont avoir à assumer un déficit sur chaque apprenti, elles vont devoir quitter l'apprentissage. Il faut vraiment c'est pas l'objectif principal, mais compte tenu de cet enjeu c'est un changement systémique et ce nouveau modèle pédagogique, on a besoin de mettre le bon modèle économique qui va derrière. Et là, pour l'instant, on n'a pas cette visibilité sur comment vont être pris en charge les coûts des apprentis selon les différents cursus. C'est très variable. Selon les types de formation et comment on va réussir à s'approcher d'un modèle qui tient la route pour continuer à développer cette filière d'excellence et attirer toute l'excellence du continuum apprentissage, infra-bac et post-bac. Le fait de développer ça et de le faire reconnaître comme filière d'excellence dans le SUP nous semble aussi de nature à redorer ou à accroître l'image d'excellence de l'apprentissage. Oui, alors tout à fait, je suis tout à fait d'accord. L'idée, c'est que c'est une filière d'excellence également dans le supérieur, bien entendu. Et alors par rapport à la prise en charge de l'apprentissage par le système mutualisé, quel sera le niveau de prise en charge? Alors à ce jour, je ne peux pas vous le dire de manière précise puisque ces prises en charge seront définies par les branches et puis ensuite via une harmonisation par France Compétences. Donc moi, je ne peux pas préjuger de ce niveau des coûts. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y aura pas de baisse, il y aura plutôt une augmentation de l'enveloppe globale dédiée à l'apprentissage. Donc il n'y a aucune raison que les coûts ou que le niveau de prise en charge, qui était jusqu'alors le niveau de prise en charge donné au supérieur, baisse, puisqu'on a plutôt une augmentation de moyens dédiés à l'apprentissage. Donc finalement, ce qu'il conviendra de faire, vous dites qu'il faut qu'on prenne un coût de revient complet. Donc moi, je pense que ce qu'il faudra faire, effectivement, c'est bien préciser la nature de vos coûts par rapport à l'apprentissage, être assez transparent sur ces calculs, bien montrer finalement à combien vous revient une formation en apprentissage, bien l'argumenter, et ces arguments seront pris en compte évidemment dans le niveau de prise en charge des coûts. Excusez-moi. Chacune des branches a intérêt à former ses salariés à tous les niveaux, et donc il n'y a pas de raison que le supérieur n'ait pas le même niveau de prise en charge qu'il est aujourd'hui, puisque l'enveloppe dévolue à l'apprentissage va augmenter. Donc ça, je peux m'en expliquer un peu plus précisément, puisque jusqu'à présent, les régions devaient redistribuer cette manne, et il est prouvé que dans un certain nombre de régions, une part de l'argent qui devait aller à l'apprentissage n'y allait pas. Il pouvait aller au développement des transports ou à d'autres éléments de la politique régionale qui n'avaient rien à voir avec l'apprentissage. Donc là, on est sûr cette fois-ci que l'ensemble des contributions à l'apprentissage, hors quota, mais on y reviendra ensuite, iront à l'apprentissage. Donc on est sur une enveloppe qui va augmenter
de plusieurs centaines de millions d'euros. Donc on est sur quelque chose qui est plutôt un gâteau qui augmente, et donc il n'y a pas de raison que le supérieur s'en retrouve lésé. C'est vrai que on entend bien ce discours, il n'y a pas de raison, etc. Concrètement, les coûts, il va falloir les déterminer. Et on n'est pas associé dans France Compétences. Les 3 conférences de l'enseignement sup ont demandé à être associées à France Compétences dans la gouvernance pour pouvoir être partie prenante des discussions. Donc on est dit, vous serez auditionné, etc. Est-ce qu'on peut être sûr qu'on va pouvoir être impliqué? Ça serait absurde qu'on ne puisse pas définir ensemble le bon niveau de prise en charge pour faire en sorte que cet enjeu qui est une vraie évolution sociétale soit relevée par l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur et notamment les grandes écoles qui sont vraiment à la pointe sur ce sujet-là. Oui, alors par rapport à la gouvernance de France Compétences, on ne se situe pas du tout dans la même logique que celle du CNEFOP auparavant. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur une gouvernance élargie avec l'ensemble des représentants de la filière formation présents. Là, l'idée de France Compétences, c'est d'avoir vraiment une gouvernance resserrée avec 4 collèges que sont l'État, les régions et les partenaires sociaux côté employeur et côté salarié. Donc, certes, l'enseignement supérieur ne fait pas partie de cette gouvernance, mais comme tout un tas d'acteurs, finalement, de la formation qui n'en font pas partie non plus, parce qu'il s'agit de s'assurer du bon fonctionnement opérationnel, finalement, de la réforme. C'est-à-dire, France Compétences va justement vérifier que les coûts sont bien homogènes dans l'ensemble du paysage, va s'assurer que les fonds de l'apprentissage sont bien distribués dans les différents opérateurs de compétences, va s'assurer de choses très très opérationnelles. Et donc il y avait vraiment ce souhait de ne pas avoir un monstre à 30 têtes comme pouvait l'être le CNEFOP auparavant, mais d'avoir une gouvernance très très opérationnelle et assez efficace, finalement, qui aille droit au but. Une fois que ça c'est dit, il est évident que pour l'harmonisation des coûts, et pour trouver des coûts, alors quand je dis coûts, je dis prise en charge, parce que coût du contrat, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc excusez-moi quand je dis coût, mais en fait ça veut dire prise en charge. Il est évident que le niveau de prise en charge des contrats sera discuté avec l'ensemble des acteurs. Et pour le supérieur, on sait bien que ce n'est pas au niveau des branches, mais plutôt au niveau transversal, et la conférence des grandes écoles est de ce point de vue-là un interlocuteur naturel. Et donc, bien évidemment, que vous serez associé à ces discussions-là. Mais il y avait vraiment ce souhait de garder une gouvernance resserrée. C'est la raison pour laquelle il n'y a que 4 collèges avec à chaque fois l'État, région, partenaires sociaux. Alors, sachant que dans l'État, il peut y avoir des représentants de l'enseignement supérieur, par exemple. Mais vous comprenez bien notre inquiétude, c'est quand même le... disons que dès qu'il y a réforme, et là il s'agit d'une réforme profonde, il y a forcément une inquiétude puisqu'on va vers l'inconnu. Mais ce qui est certain, et ce que je viens vous dire aujourd'hui, c'est que l'idée, toute la philosophie et toute la conviction qu'il y a autour de cette réforme, c'est de valoriser l'apprentissage, et de valoriser l'apprentissage qui fonctionne. Et l'apprentissage qui fonctionne, il est dans le supérieur. Il n'y a aucune raison de vouloir détruire ce qui marche bien. On l'entend, mais on voudrait être sûr. Aujourd'hui, on en est, si vous voulez, en amont. C'est un discours qu'on entend, et puis on a toujours... ça fait quand même les décrets ne sont pas sortis. Donc moi, je vais avoir du mal à être plus précise. Ouais. Mais en tout cas, soyez bien sûrs que cette réforme, elle est portée par des gens qui croient dans l'apprentissage et qui ont envie qu'il perdure et qu'il reste excellent. Voilà, et donc on est bien sur la même ligne et il faut vraiment que ça fonctionne. Alors justement, une question qui nous interroge aussi beaucoup, c'est la loi qui a simplifié les dispositifs d'aide à l'embauche d'apprentis en une aide unique. Et donc la conséquence, c'est que les PME qui souhaitent embaucher des apprentis ne toucheront cette aide que pour l'embauche des apprentis de niveau bac maximum. Donc ça veut dire que la question, c'est comment on va faire pour les apprentis du SUP dans les PME à des formations à des niveaux bac plus 5, sachant qu'en fait, je rappelle que les diplômés des écoles vont dans toutes les entreprises et ils sont embauchés en premier lieu à 40% dans les TPE-PME.
Ensuite, il y en a 30% dans les ETI, 30% dans les grands groupes, mais les PME sont clairement des entreprises dans lesquelles les diplômés de nos écoles s'insèrent. Et voilà, cette limitation sur les apprentis dans les PME, comment vous l'expliquez Oui, alors jusqu'à présent, il y avait un paysage d'aide et de contribution qui était quand même très très compliqué, où il y avait tout un tas de critères différenciés qui faisaient qu'on pouvait toucher une aide si on était une entreprise de moins de 11 salariés et qu'on embauchait une personne infra-bac, ou si on pouvait avoir un crédit d'impôt si on embauchait un apprenti à un niveau inférieur à Bac+2. Donc il y avait toute une série d'aides comme ça qui étaient souvent très mal connues des entreprises et où on avait un accès finalement à ces aides assez relatif et assez limité, puisque la plupart des boîtes n'étaient pas au courant finalement de l'ensemble des aides à laquelle elles avaient droit. Donc il y avait vraiment cette nécessité de simplifier le système d'aide qui dit simplification dit ciblage, et il est certain que là il s'agit d'un choix politique, et ce choix politique a été d'aider les entreprises à développer les formations de niveau bac et infra-bac, les petites entreprises niveau bac et infra-bac. Donc là il s'agit vraiment du choix, comme je vous le disais tout à l'heure, d'essayer de développer beaucoup plus, et comme elles le méritent, les formations de niveau bac et infra-bac dans l'apprentissage qui sont aujourd'hui insuffisamment connues et valorisées. Et donc c'est un choix finalement de fléchage d'un budget vers une priorité nationale qui est la qualification des jeunes les moins qualifiés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, alors je sais que ça ne vous concerne pas au premier chef, mais on a 1,3 million de jeunes qui sont ni en formation ni en emploi. On a énormément de jeunes qui ne sont pas qualifiés. Et on a une corrélation extrêmement forte entre le niveau de qualification et le niveau de chômage. Donc là, il s'agissait tout simplement d'une politique de qualification et d'une politique d'emploi. Et qui dit choix politique dit effectivement ciblage sur ces publics-là. Alors après, je ne sais pas dans quelle mesure il s'agit de pertes pour les formations à Bac+5, parce que je ne pense pas que les aides concernant ces jeunes-là étaient très élevées. Ça faudrait peut-être que vous me disiez plus précisément. Mais moi, dans mon esprit, ces aides, de toute manière, auparavant, étaient plutôt ciblées vers les formations soit de niveau infra-bac, soit de niveau Bac+2. Il y avait peu d'aides finalement sur l'ensemble des diplômes. Donc je ne pense pas que ce soit une grosse perte par rapport à vous, par rapport à vos formations. Quand par ailleurs il y a d'autres possibilités de développement. Comme je le disais, vraiment ce qu'il faut comprendre avec cette réforme, c'est cette logique du coup au contrat qui fait que plus vous signez de contrats, et vous avez un financement qui est entièrement sécurisé, qui est automatique. Et donc ça, c'est une vraie sécurisation, il me semble, budgétaire et financière pour vous. C'est-à-dire que vous qui avez en plus une facilité à créer des liens avec les entreprises, vous pouvez avoir des promotions beaucoup plus importantes d'apprentis, dans la mesure où vous n'êtes pas plafonné par des décisions administratives. Donc ça me paraît être un levier de développement qui peut largement compenser ces pertes d'aide aux PME. Il n'y aura pas d'autres dispositifs d'aide à l'embauche des apprentis dans les PME? Alors, d'apprentis du SUP, hein, enfin pour des apprentis des grandes écoles en fait. Alors, ce qu'il peut y avoir, c'est au niveau des branches. Au niveau des branches, il peut y avoir des aides prévues pour les PME, dans la mesure où la branche se dit mes PME ont besoin d'avoir des diplômés du SUP, et on va par convention décider qu'il y a des aides dévolues au SUP. Donc ça, effectivement. Et c'est un peu aussi l'idée qu'on a envie de faire passer. La formation, c'est un investissement dont on doit trouver derrière une rentabilité à moyen et long terme. Et donc, on souhaite aussi que les entreprises comprennent ça et s'emparent aussi de cet enjeu-là, quoi. Voilà. Dans quelle mesure est-ce que c'est à l'État de financer des aides à l'apprentissage
sur des formations qui marchent bien, qui trouvent des débouchés et pour lesquelles les entreprises voient qu'elles peuvent investir et avoir un intérêt à investir. C'est aussi un message de responsabilisation des entreprises et des branches par rapport à ça. Merci. Et est-ce que... alors, il y a une question aussi qui nous préoccupe, et je crois que je finirai moi là-dessus pour laisser de la place, parce que je sais qu'il y a des collègues qui voudraient réagir, là je les vois. Donc ça, c'est une question qui nous préoccupe beaucoup aussi et à laquelle on ne sait pas répondre aujourd'hui. C'est est-ce que vous pensez que cette nouvelle loi va accroître les disparités régionales en matière de politique d'apprentissage du SUP, et en particulier pour ce qui nous concerne, nous, les grandes écoles? Alors, cette question-là, je ne la comprends pas forcément, dans la mesure où, justement, il ne va plus y avoir de décision régionale un peu hétérogène. C'est-à-dire que d'une région à une autre, justement, on aura les mêmes prises en charge, par exemple, par rapport au coût des formations. Alors, moyennant un certain critère, par exemple, le critère des prix de l'immobilier ou des choses comme ça pourront être prises en compte. Certaines spécificités pourront être prises en compte puisque les régions vont garder des enveloppes finalement d'aménagement du territoire et notamment pour les métiers rares ou des choses comme ça, mais je ne pense pas que ça vous concerne vous en priorité. Par contre, les coûts ne seront plus hétérogènes d'une région à l'autre, ce seront les mêmes coûts de prise en charge. Donc je pense au contraire que cela va gagner en cohérence de ce point de vue-là. L'autre point aussi, sur lequel je pense que vous pouvez tirer votre épingle du jeu, c'est que on souhaite progresser dans la transparence finalement des résultats de l'insertion, par exemple après formation de l'apprentissage, des salaires à l'embauche après formation. Et je pense que de toute cette transparence dans la performance des formations, la conférence des grandes écoles a vraiment son épingle à tirer du jeu par rapport à ça. Autre point, l'apprentissage va être, les formations et le contenu des formations vont être étudiés avec les branches, avec des études prospectives, en essayant d'être mieux adaptés finalement aux besoins du terrain. Et donc là aussi, je pense que la conférence des grandes écoles a toute son expertise pourra être valorisée justement par des diplômes qui seront plus peut-être pensés avec les entreprises. Et donc, de mon point de vue, il n'y aura pas de différence régionale, ou en tout cas, les différences régionales qu'il pourra y avoir, ce seront des différences d'adaptation à des territoires. Et de ce point de vue-là, ça me paraît plutôt positif. Merci. Oui, Alice. Un micro qui arrive par la gauche. Oui, merci. Bonjour Madame la députée, donc Alice Guillon, je suis présidente du chapitre des écoles de management à la conférence des grandes écoles. Ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est, et le dire encore un peu plus fort, c'est quand même une très grande inquiétude. Alors je sais que les discours sont assez apaisants en fait. On a eu hier notre ministre Frédérique Vidal qui était avec nous et effectivement qui souhaite malgré tout nous rassurer. Mais ce que nous voyons nous en réalité, si vous voulez, c'est petit à petit une mise un peu sur la touche de nos institutions, la conférence des grandes écoles entre autres. Je reviens sur l'apprentissage. Depuis le début, nous sommes quand même les opérateurs qui réussissons bien dans ce domaine-là. Et effectivement, le fait de ne pas être dans France Compétences, c'est un peu... alors c'est complètement nous laisser de côté, même si on va nous écouter et on le sait. Malgré tout, on connaît les arcanes de la République et c'est toujours mieux d'être dans la décision que d'être uniquement consulté pour savoir comment nous pensons les choses. Donc là, on a déjà une très grosse inquiétude, d'autant plus que l'apprentissage pour nous, on a été, je pense, des bons joueurs, c'est-à-dire qu'on nous a dit qu'il faut faire de l'ouverture sociale, on l'a fait. Il ne faut pas tirer sur les familles françaises en termes de droits de scolarité. On l'a fait. Et c'est vrai qu'on a essayé de garder des équilibres en termes de modèles. Et justement, l'apprentissage fait partie aussi de ces parcours d'ouverture sociale. Le sentiment que nous avons, c'est oui, on vous écoutera, mais puis bon, en fait, les choses se décideront ailleurs. Donc ça, c'est une
très grande inquiétude que nous avons parce que ça peut remettre en cause même l'existence de certaines de nos écoles. Et j'allais dire, la conséquence de tout ceci sera que forcément les droits de scolarité vont augmenter. Et là, on verra dans la presse, ah oui, mais alors les écoles augmentent leurs droits de scolarité, donc c'est très vilain, etc., etc. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, alors ça peut-être que ça ne vous concerne pas directement, mais et je vous remercie d'être ici, mais peut-être que vous pourriez vous en faire écho. Vous nous dites, on veut conserver les choses qui marchent. Bon, nous avons des systèmes de recrutement d'étudiants qui marchent merveilleusement bien. Nous réussissons bien dans les classements internationaux, un peu partout. Et c'est vrai que de nous dire, maintenant, vous rentrez tous dans Parcoursup, sinon vous perdez vos accréditations, c'est bien cassé, ce qui marche. Parce que quand on pose la question de se dire comment ça va se passer, au fond, on nous dit, bon, on verra, et puis on s'adaptera. Donc là, c'est effectivement une deuxième inquiétude. Et l'idée n'est pas de dire que nous râlons et que nous sommes résistants au changement. Ce qu'on veut juste dire là, c'est que, et dans les entreprises, c'est ce qu'on fait, quand on met en place des grands changements comme vous les portez aujourd'hui, associer ceux qui opèrent et ceux qui décident, c'est toujours mieux que de les laisser un petit peu sur la touche. Pour finir, il y a l'ordonnance des regroupements, les signatures de sites. On nous dit, et on le comprend parfaitement, on sera beaucoup plus fort en étant tous ensemble, école, université, sur nos sites. Et je pense qu'on le fait et tout le monde est en train de rentrer dans ces stratégies. Mais on nous dit, bon, finalement, les grandes écoles, ce sont les présidents d'université qui signeront vos diplômes. Et là encore, on se dit, bon, on a été bons enfants, on a bien travaillé, on va faire tout ce qu'on nous demande. Et encore une fois, on nous enlève un peu plus de nos prérogatives et de ce qui marche. Voilà. Donc le message, c'est pas de vous demander, bien entendu, des réponses sur tous ces points, mais c'est de vous dire que l'inquiétude est réelle dans les écoles, que nous commençons véritablement à avoir l'impression d'être un petit peu mis sur le côté alors que nous tirons en quelque sorte la notoriété aussi beaucoup de la France à l'international, de la France et de la position de la France dans le monde. Et encore une fois, nous ne sommes pas contre le changement, mais si nous n'y sommes pas associés ou si on nous dit « bon, pour vous, on verra plus tard comment ça va se passer », l'inquiétude est très très grande. Voilà. Et donc forcément, il va falloir qu'à un moment donné, on réagisse, c'est-à-dire qu'on aille vous solliciter en vous disant il y a des choses sur lesquelles on ne pourra pas tout accepter, peut-être comme on l'a fait par le passé. Voilà. C'est juste pour vous dire qu'on a une très très grande inquiétude sur l'avenir. On a l'impression de n'être pas du tout soutenu par l'État. D'accord. Alors merci pour cette réaction. Moi, je suis là, bien entendu, aussi pour venir écouter ce que vous avez à dire sur cette réforme et quelles sont vos inquiétudes. Et je comprends bien qu'il y en ait. C'est ce que je disais, qui dit réforme dit forcément inquiétude. J'entends que vous avez l'impression qu'il y a une tendance à vous mettre de côté. Moi, ce que je peux vous proposer par rapport à ça, c'est qu'on reste en contact. Et c'est un peu, moi, ça va être tout mon travail de l'année qui arrive et de la fin de mon mandat, finalement. Ça va être de voir comment se met en œuvre cette réforme. Je regarderai les décrets avec beaucoup d'attention. Et d'être sûr, en lien avec les différents acteurs, que les équilibres que l'on souhaite sont bien assurés. Donc moi ce que je vous propose, c'est qu'on reste en lien, alors peut-être pas avec vous tous, mais peut-être avec un interlocuteur ou deux choisis, et que vous puissiez me faire remonter quand vous avez l'impression que certaines décisions ne vont pas dans la bonne direction, en argumentant votre point de vue. Et moi je suis tout à fait prête à vous écouter et à relayer votre point de vue quand il me paraîtra justifié et objectif. Donc il n'y a pas de problème pour ça. Moi je vous assure que je suis tout à fait d'accord pour qu'on continue à se parler et qu'on continue à bien vérifier finalement que l'apprentissage dans le supérieur peut continuer à marcher dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est la première chose. Et c'est vrai que sur Parcoursup, alors pour tout vous dire, bon, les députés, on est tous, on choisit des commissions, on choisit des sujets, on est un peu spécialisés parce qu'on a du mal à tout gérer en même temps, surtout qu'il y a beaucoup de réformes en même temps. Sur Parcoursup, je ne connais pas exactement quelles sont vos inquiétudes, donc ça m'intéresse aussi que vous puissiez me les faire remonter en précision, quoi. J'imagine que vous parlez de vos formations post-bac, et donc là, voilà, moi, faut que vous m'expliquiez en quoi c'est problématique. Voilà. Et puis alors ensuite, est-ce que j'ai autre chose à dire ? Et pareil sur l'ouverture sociale, c'est un point qui me paraît très important et auquel je suis très attachée.
Donc là aussi, je suis très preneuse d'une note qui m'expliquerait en quoi, de votre point de vue, l'ouverture sociale à l'apprentissage est menacée par la réforme. Et puis alors, qui dit notes, voilà, moi je souhaite avoir des notes avec des données dont je peux être sûre, donc c'est-à-dire des chiffres sourcés, etc. Et donc je suis preneuse aussi de ces éléments-là. Voilà. Sur l'ouverture sociale, on ne dit pas que la nouvelle réforme est une menace. Nous, ce qu'on dit, c'est que les grandes écoles sont pionnières. D'ailleurs, le ministre Blanquer, dans son allocution hier, nous a dit « Vous êtes une locomotive pour l'enseignement supérieur. On est en avant-garde sur plein de systèmes. On a développé de façon très volontariste l'apprentissage. Et ça a un coût. Quand une école se lance dans l'apprentissage, c'est un véritable coût. C'est une reconstruction de son modèle pédagogique, de son organisation, etc. Donc, on a été vraiment pionniers là-dedans. Quand je dis 15% des diplômés par la voie de l'apprentissage, dans certaines écoles, c'est beaucoup plus, hein, c'est 25, 30%. Il y a des écoles de management qui font 90% de leur dernière année du cursus en apprentissage. Hein, on peut citer des exemples. Hein. Ce qu'on dit, et ce que disait Alice, c'est que dans ce rôle de locomotive, on a le sentiment, bien sûr, on est écouté, on fait remonter, etc. Mais on sait toujours pas, ça fait des mois que l'inquiétude monte sur cette question-là. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est une vraie option stratégique pour le pays, c'est un nouveau modèle pour les étudiants, leurs familles, les entreprises. Et puis on s'aperçoit que les PME, voilà, et puis que le coût, on n'est pas associé, on n'est pas dans la gouvernance, on sera écouté, on sera entendu. Mais on a besoin de savoir et on a besoin d'être, effectivement, on est des acteurs centraux dans ces mécanismes-là. Et pour l'ouverture sociale, qu'est-ce qu'on a fait? On nous a dit, c'est vrai qu'on disait, bon, l'apprentissage, avec une approche un peu peut-être théorique, on disait ça ne peut que favoriser l'ouverture sociale. Et qu'est-ce qu'on a fait en octobre et novembre? On a regardé sur les 140 écoles de la CGE qui développent le plus d'apprentissage et on a mesuré le pourcentage d'enfants, d'ouvriers, d'employés qui y avait dans les cursus par la voie classique, dans les cursus en apprentissage. Donc on passe du simple au double. Donc on montre que c'est un levier pour l'ouverture sociale. Et on ne dit pas « Ah là là, les réformes vont impacter négativement l'ouverture ». On dit « Si on veut continuer sur cette voie vertueuse qui est… » que non seulement quand on forme des apprentis, c'est une voie d'excellence, ils s'insèrent professionnellement beaucoup plus vite. Il y a un nouveau modèle de lien à l'entreprise, que l'entreprise, elle a des nouvelles modalités de tissage de lien avec l'enseignement supérieur, etc. Tout ça, plus l'ouverture sociale. Pourquoi prendre le risque de casser cette dynamique? C'est ça qu'on dit. C'est ça aujourd'hui, ce que dit Alice, c'est cette locomotive, si on lui met des freins sur les roues, on va arrêter de tirer l'ensemble de la filière de l'apprentissage vers le haut, l'ensemble de l'enseignement supérieur vers l'apprentissage. Et tout l'investissement qu'on a fait dans les écoles là-dessus va être perdu. On ne veut pas voir des écoles sortir de l'apprentissage, et peut-être que c'est Florence qui va intervenir là-dessus, il y a des vrais risques. Oui, bonjour, Florence Darmon, ESTP Paris, École spéciale des travaux publics. J'adhère bien entendu tout à fait à ce que Alice Guillon a dit et j'apporte peut-être une vision un peu différente des écoles d'ingénieurs par rapport aux écoles de management. Je pense que vous avez compris que la volonté des grandes écoles, ce qui nous anime, c'est vraiment d'être associés et de porter avec vous les différentes politiques du gouvernement. Et je pense qu'on a montré que l'on savait développer des choses pour mettre en œuvre justement les politiques qui tiennent à cœur du gouvernement et plus particulièrement de l'enseignement supérieur. Donc effectivement, on ne peut qu'adhérer aux intentions que vous exprimez, qu'on partage totalement, mais la façon de les mettre en œuvre, on peut avoir une vision différente et je trouve que c'est un petit peu dommage et peut-être contradictoire. Quand vous parlez de France Compétences, vous dites que vous avez souhaité quelque chose de très réactif et donc de concentré pour être le plus opérationnel possible. Or, on voit bien que ceux qui sont le plus opérationnels dans le dispositif, c'est bien ceux qui mettent en œuvre l'apprentissage eux-mêmes, c'est-à-dire les écoles, et plus particulièrement en ce qui nous concerne les grandes écoles. Donc, c'est un peu contradictoire de dire vous voulez avoir quelque chose d'opérationnel, mais finalement, vous n'associez pas à la décision ceux qui vont mettre en œuvre. Donc, je ne comprends pas trop la logique. Et je rejoins Alice quand elle dit que être consulté, ce n'est pas pareil que être à la manœuvre et décider. Ça, c'était le premier point que je voulais souligner. Ensuite, on ne peut qu'adhérer au fait, et c'est un constat, vous dites qu'il y a beaucoup plus de jeunes en décrochage en pré-bac, donc mettons la priorité de nos moyens sur les pré-bac.
effectivement, les chiffres sont parlants. Toutefois, le message que vous délivrez en disant on met le poids du financement au pré-bac est contradictoire avec le fait qu'on voudrait redorer l'image de l'apprentissage. Et redorer l'image de l'apprentissage, c'est de démontrer aussi qu'on tient compte de l'ensemble du continuum, pré-bac, post-bac, bac plus 2, bac plus 5. Donc, c'est un peu dommage de dire on ne va pas aider autant, surtout que, en fait, en termes de volume, la pyramide est comme ça, et il y aura moins d'élèves à aider en post-bac qu'en pré-bac. Donc l'effort ne serait peut-être pas substantiel si on pensait également à apporter les mêmes facilités aux apprentis qui sont post-bac. Alors, vous, dans votre discours, vous avez dit à plusieurs reprises, mais vous n'allez pas perdre en somme investie par apprenti. Mais le problème n'est pas là, c'est qu'aujourd'hui, on perd déjà de l'argent. Donc, heureusement qu'on ne perd pas demain plus d'argent, en tout cas dans votre modèle, c'est ce qu'on espère, encore faudra-t-il que l'on le constate. Mais aujourd'hui, donc moi je suis école associative, école privée, très peu d'aide d'État, même si j'ai une petite aide et c'est déjà mieux que rien. Mais donc, aujourd'hui, un apprenti est rémunéré par les CFA, la formation de mon apprenti est moins aidée que les frais de scolarité payés par mes étudiants. C'est-à-dire qu'en fait, si on est totalement transparent, je vais expliquer à mes étudiants que par solidarité, ils payent une partie de la formation de leurs camarades apprentis. Même si on est tous solidaires, ça choque un tout petit peu. Et donc d'ailleurs, dans vos propos, vous dites on n'a pas plafonné le nombre d'apprentis que vous pouvez accueillir. Et c'est un facteur de développement. Oui, sauf que moi, à chaque fois que j'accueille un apprenti supplémentaire, je creuse le trou. Donc, cette possibilité que vous me donnez est un peu aberrante. Et enfin, excusez-moi, si je suis peut-être un peu longue, et à nouveau sur un autre sujet, vous nous dites il faut que les entreprises participent à la mise en œuvre, qu'elles prennent leurs responsabilités. Et c'est vrai que nos entreprises partenaires apprécient énormément les apprentis, tout simplement parce qu'une période en entreprise plus longue est très formateur. Et donc, ils vont embaucher à l'issue de la période d'apprentissage des jeunes qui connaissent déjà leurs valeurs, leur façon de faire, qui sont déjà plus mûrs en termes pour aborder leur métier. Mais qu'est-ce qu'elles nous répondent, les entreprises ? Si vous voulez que je développe l'apprentissage, laissez-moi les mains libres, mais vous ne pouvez pas me dire développez, investissez. C'est l'objectif d'une entreprise, d'investir. Mais vous allez me taxer, je paye déjà mon impôt, je paye déjà la taxe d'apprentissage, et vous allez me dire comment vous allez le mettre en œuvre. Donc, à la limite, laissez totalement les mains libres dans cet investissement aux entreprises, mais ne leur imposez pas à la fois de payer leurs impôts, la taxe d'apprentissage, et d'investir en plus, parce qu'elles ne comprennent pas forcément votre discours. Voilà les différents sujets sur lesquels je voulais intervenir. Merci. Sur le dernier point, les entreprises payent un impôt, une taxe, mais payent une taxe affectée à l'apprentissage et derrière on leur demande d'investir en plus. En fait, les entreprises mettent au pot d'une mutualisation et vont récupérer demain à hauteur du nombre d'apprentis qu'elles vont prendre. C'est-à-dire que si elles investissent beaucoup dans l'apprentissage, elles recevront beaucoup plus que ce qu'elles ont contribué. Et c'est la même chose pour les branches. Donc si une branche veut développer l'apprentissage, elle récupérera plus que ce qu'elle a contribué. Donc il n'y a pas de lien finalement entre cette contribution mutualisée à l'apprentissage et ensuite ce qu'on reçoit de l'apprentissage. On reçoit à hauteur de l'investissement qu'on souhaite y mettre et on contribue à hauteur d'un effort qui est assez, pour le coup, lissé finalement dans l'ensemble des entreprises françaises. Donc rien que ce système-là, il me semble incitatif pour les entreprises pour aller vers l'apprentissage. Quand vous me dites on perd de l'argent à chaque fois qu'on prend un apprenti, alors ça m'intéresse parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, le coût de prise en charge ou le prix de revient est inférieur au coût variable ? Au coût variable. On peut vous apporter beaucoup de moi, témoignages là-dessus. Sur ce point-là, effectivement, je suis preneuse de chiffrage parce que j'en ai demandé des chiffrages à beaucoup d'acteurs pendant un an. J'ai rien eu de bien clair. Donc, enfin, j'ai pas eu de chiffrage d'ailleurs. Donc moi, je veux bien des chiffrages très clairs qui me montrent ce sujet-là. Et à ce moment-là, je
je le mettrai sur la table. Voilà. D'accord. En dehors des recettes. Le coût d'un apprenti est en gros quasiment de 40% plus élevé que ce qu'on reçoit aujourd'hui pour y faire face. Donc c'est un investissement de l'établissement, un investissement assumé parce que nous partageons, et nous sommes nombreux à le faire dans cette salle, l'idée que l'apprentissage est une pédagogie performante. Et aujourd'hui, il faut dire que pour les établissements publics comme le mien, je suis directeur de l'École centrale de Nantes, c'est finalement sur la dotation en charge de services publics que finalement on va financer une partie de l'apprentissage. Et ce que disait Florence, c'est que pour les établissements dont les coûts de formation sont essentiellement assumés par les financements payés par les étudiants, c'est une réalité de dire que ce sont ceux qui ne font pas d'apprentissage qui payent pour ceux qui en font. Et donc notre inquiétude aujourd'hui, notamment par le fait qu'il va y avoir finalement, si j'ai bien compris, une contribution unique, c'est que la fixation des prix n'est pas toujours un indice sécurisant sur le fait que ce prix soit en rapport avec les coûts. Voilà. C'est pour ça qu'on parle d'approche en coût complet. Parce que et après, c'est bah oui, mais qu'est-ce que vous mettez dans vos coûts complets, etc. Mais c'est vrai qu'il faut raisonner sur cette base-là. On a des modèles d'établissements qui doivent tenir la route au plan économique. Et aujourd'hui, oui, dans la plupart des écoles, on doit compenser en puisant dans d'autres poches, le hors-quota ou autre, pour compenser le hors-quota, vous savez bien que... Non, mais jusqu'ici, c'est comme ça que ça se passait. C'est-à-dire que les écoles, quand elles ne peuvent pas couvrir les coûts de l'apprentissage, il faut bien qu'elles prennent dans d'autres poches pour pouvoir développer ce modèle auquel nous, on croit fortement. Et on le considère vraiment comme un changement systémique dans nos... Alors, sur le hors-quota, si vous avez suivi les débats, oui, alors... vous avez vu qu'effectivement, il était question de dédier l'ensemble de l'accès d'apprentissage à l'apprentissage et que justement, pour continuer à conserver ces garanties de pouvoir financer un modèle économique mixte, on va dire, le hors-quota est resté possible dans les mêmes conditions que ce qu'il était auparavant. Donc justement pour sécuriser ce modèle économique dont vous parlez et le fait que notamment les grandes écoles puissent bénéficier de ce financement à côté. Donc c'est bien un signe que sur ces éléments-là, vous avez été entendu par rapport à ça. Comment ? Oui. D'ailleurs, on s'est beaucoup battu sur cette question-là. L'apprentissage, c'est apprendre et puis c'est former des apprentis. Cette question du hors-quota, c'est juste un message qui vise à dire les établissements ont besoin de financer l'apprentissage, mais ont aussi besoin d'avoir, au travers de cette taxe, des moyens de financer des choses qui ne sont pas forcément l'apprentissage, mais qui contribuent au fait que ceux qui ne sont pas dans l'apprentissage apprennent. Et donc, la partie hors quota a aussi pour vocation à financer des étudiants qui ne sont pas en apprentissage. C'est bien ça l'idée. Donc c'est un autre débat. On a besoin... Ben oui, c'est un autre débat. Vous venez de nous expliquer que justement, il fallait penser de manière globale les gens qui étaient en apprentissage et les gens qui ne l'étaient pas. Donc ça me paraît être tout à fait dans le débat, au contraire. La vérité des coûts, c'est qu'aujourd'hui, le modèle de l'apprentissage, il a besoin d'être financé à la hauteur des enjeux. C'est-à-dire que si on veut continuer et si on veut valoriser cet investissement massif qui a été fait par les grandes écoles pour développer cette filière-là auquel elles croient, il va falloir qu'on mette les bons chiffres derrière. C'est vraiment le message qu'on tient à vous faire passer. Et c'est vrai que cette discussion, elle est très franche, elle est très cash, mais elle est à hauteur des enjeux. On ne cherche pas par l'apprentissage à avoir des ressources pour nos établissements. On cherche à financer tout simplement un nouveau modèle pédagogique et de lien d'entreprise auquel on croit, un nouveau modèle d'excellence. Et les écoles sont clairement des locomotives pour l'apprentissage dans le SUP. Donc soit on les aide à continuer à tirer l'ensemble, soit on freine. Et là, que va-t-il se passer? Et est-ce qu'on n'a pas une responsabilité collégiale de ce point de vue? Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous et je suis très heureuse qu'on puisse avoir cette conversation directe. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Par exemple, il y a eu aussi beaucoup d'inquiétudes de la part des régions quand on a dit que
on enlevait le financement de l'apprentissage par les régions, qui ont dit voilà, l'enveloppe que vous nous laissez pour l'aménagement du territoire est insuffisante, etc. Muriel Pénicaud a répondu alors, écoutez, on se parle cash, c'est très bien, allons-y et mettons vraiment les vrais chiffres sur la table. Et des délégations de la DGEFP sont parties finalement dans plusieurs régions pour vraiment étudier les choses en profondeur avec les régions et regarder exactement quel était le montant des subventions qui était nécessaire pour garder le même niveau de qualité d'investissement dans l'aménagement du territoire. Tout ça pour vous dire qu'il y a une volonté et une honnêteté dans la démarche et que le but, c'est pas de ficeler les possibilités des grandes écoles à développer l'apprentissage. Le but, c'est d'arriver à trouver finalement les prises en charge les plus justes, les plus pertinentes pour que ce système puisse continuer à se développer de manière équilibrée, de manière possible. Moi, les chiffres, je ne les ai pas, c'est ce que je vous dis. C'est vrai que je ne me suis pas intéressée vraiment dans le détail au chiffrage du coût, parce que je me suis dit que finalement, c'était plutôt... c'est pas au législateur de tout aller décider dans le détail. C'est vrai que c'est un peu toujours le reproche qu'on fait à la loi, c'est de dire on va de manière centralisée tout décider jusqu'à la moindre virgule. Et je pense que le but, c'est plutôt de laisser aux acteurs de terrain la responsabilité de définir ces coûts, parce que c'est vous qui avez effectivement les chiffres, c'est vous qui savez combien coûtent vos diplômes, c'est vous qui savez comment vous pouvez réinventer le modèle économique, où sont les ressources possibles, etc. Si vous voulez qu'on rentre dans cette discussion, on peut y rentrer, mais à ce moment-là, moi j'ai besoin d'avoir ces informations-là que j'ai pas eues jusqu'à présent. Parce que je ne pensais pas devoir y aller. Mais en tout cas, je pense que si vous avez vraiment l'impression que c'est déséquilibré, il ne faut pas hésiter à demander au cabinet du ministre du Travail d'étudier, de travailler avec les DGEFP sur le montant de vos coûts de revient pour montrer par A plus B que le coût variable n'est pas pris en charge et qu'il y a 30% du coût variable qui vient en perte. Je pense que ces informations-là, il faut les porter à la connaissance des différentes branches qui vont avoir... Ce sont les différentes branches qui vont avoir à faire remonter des propositions de coûts via les opérateurs de compétences qui vont les aider à faire ça. Donc demain, il y a peut-être 11, 12 opérateurs de compétences qui vont finalement accompagner les branches dans la définition des coûts. Donc là, je pense que vous avez tout votre rôle à jouer dans le fait de rentrer en contact avec ces opérateurs de compétences, de leur montrer quelles sont vos études chiffrées, quels sont vos conseils en termes de coûts, dire voilà, pour nous, les coûts, c'est ça, 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 parce que voilà, finalement, quelles sont nos structures de coûts et quelles sont nos structures de revenus. Et je pense que là, c'est vraiment un travail qu'il faut faire avec les opérateurs de compétences et qu'il faut faire aussi avec la DGEFP, avec le ministère, pour bien argumenter le fait que vos coûts ils doivent s'établir à tel niveau pour telle et telle raison. Moi, comme je vous le dis, je souhaite vraiment, si vous le pensez nécessaire, pouvoir venir en défense de ces arguments-là. Mais je pense que c'est à vous d'amener ces chiffres, d'amener ces arguments, d'amener ces calculs et de les présenter aux opérateurs de compétences. Ensuite, ce qu'il faut voir, que va faire France Compétences très probablement. Elle va voir comment les coûts remontent dans les différents opérateurs de compétences et dans les différentes branches. Et si les chiffres semblent cohérents avec ce qui se faisait auparavant, je veux dire, France Compétences aura déjà des idées du coût de référence, puisqu'actuellement, ils existent dans les préfectures, les coûts de référence de prise en charge. Donc il y a déjà quand même des références qui vont être... et donc France Compétences va étalonner en fonction du passé et en fonction des nouvelles propositions. Mais ça ne va pas être fait comme ça, à la louche, au hasard. Ça va être fait en fonction de tout ce qui va remonter des acteurs de terrain. C'est là où aujourd'hui, moi, je ne suis pas en mesure de vous donner plus d'informations que ça, parce qu'il me semble beaucoup plus pertinent que l'information parte de vous, justement, et pas du législateur tout-puissant qui arrive comme ça en me disant, ben voilà, je vais décider jusqu'au moindre petit détail pour la France entière ce qui va se passer. Je pense que là, on est un peu hors de l'histoire si on fait ça. Donc, ce n'était pas le but de cette réforme. Le but de cette réforme, c'était plutôt de donner les clés aux organismes de formation, aux entreprises, pour moderniser quelque part cette formation et pour répondre aux enjeux de demain.
C'est ce qu'on a essayé de faire. C'est probablement perfectible et je suis là aussi pour vous faire passer ce message-là que moi, je reste à l'écoute sur les 4 ans qui arrivent de vos messages. Et le but, c'est qu'on réussisse ensemble. Moi, je souhaite vraiment que l'apprentissage fonctionne bien dans le supérieur. Moi-même, je suis intervenue sur des formations d'apprentissage dans le Master RH de l'IAE de Bordeaux, qui est une super formation. Personnellement, ma préférence, mais bon, ça, c'est tout à fait subjectif, mais si je devais demain orienter mes enfants, je leur dirais, mais va vers l'apprentissage. Je trouve ça absolument génial en termes de maturité, enfin, je trouve que les étudiants qui sortent de l'apprentissage, c'est des super étudiants, quoi. Ils ont tout compris sur la manière de travailler avec les entreprises. Ils sont beaucoup plus matures que les étudiants qui ont eu des formations moins en alternance. Et je crois vraiment dans cette modalité de formation, donc j'ai vraiment à cœur qu'elle se développe à tous les niveaux. Voilà, c'était vraiment ce que je voulais échanger avec vous. Et bien sûr, je reste à votre disposition pour la suite. D'accord, alors je voulais juste vous reconfirmer qu'on est très mobilisé sur la question et qu'on est vraiment très impliqué et qu'on fournit tous les éléments qu'on peut et qu'on pourra donner pour élaborer ces coûts. Ce que j'entends, ce qu'on nous entendons aujourd'hui, c'est que vous allez nous appuyer. Vous serez avec nous sur cette question-là de l'apprentissage. Alors moi, j'appuie ce que j'estime être de l'intérêt général. Donc ce que j'estime être de l'intérêt général, c'est que l'apprentissage fonctionne bien à tous les niveaux, et que donc le coût soit un coût juste. Donc ça, j'appuierai. Bien sûr. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous.